Et pour l'analyse, nous n'allons pas tarder dans quelques instants à retrouver Jean Messia, mais je vous avoue, chers auditeurs, je me confesse à vous, je ne vais pas la faire, je vais laisser Richard de Sèze, dont généralement les connaissances, les compétences et puis Vous n'aurez pas un sou, la Alexandre. morale sont supérieures en toute chose à tout ce que je suis. Et beaucoup d'auditeurs demandent effectivement où est passée Liselotte. Eh bien, Liselotte reviendra lundi simplement. À partir de maintenant, elle animera du lundi au mercredi et non plus du lundi au jeudi. Parce que tout simplement, elle en a envie, c'est elle la chef, quoi. Donc voilà, c'est pas moi qui décide. On m'a dit soit la jeudi, donc je serai là tous les jeudis. Mais je laisse donc la main à Richard de Sèze qui va donc recevoir Jean Messia. Jean Messia, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Bonjour, alors Richard, je vous laisse la main. Merci Alexandre. Bonjour Jean. Alors Jean, Bonjour, Richard. l'actualité nationale et internationale est pléthorique. On pourrait parler de la manière dont l'Iran est en train de mourir à petit feu, sans que tous ceux qui nous expliquaient chaque matin que Dieu fait qu'il fallait mourir pour Gaza et envie de mourir pour Téhéran. On pourrait parler de la manière dont le Groenland va devenir américain ou pas. On pourrait parler de la manière dont les parlementaires français prennent les décisions les plus surprenantes ou au contraire ont les démissions les plus attendues. Par quoi voulez-vous commencer ? Je propose de commencer par le Groenland parce que j'avoue que c'est non pas que les autres sujets ne soient pas importants et même fondamentaux, mais j'avoue que sur le Groenland, c'est le sujet surprise qui vient en quelque sorte dévoiler l'hypocrisie idéologique du système antinational qui nous dirige depuis maintenant une quarantaine d'années. Je vais juste faire un petit point rapide sur l'histoire du Groenland, parce que les gens, la plupart des politiques, on connaît le niveau de connaissance générale, de culture générale des politiques qui s'est effondré. Qui nous dit aujourd'hui que le Groenland a été colonisé pour la première fois en 1721 par un missionnaire qui portait le nom de Hans Egede, qui a établi pour la première fois, je dirais, c'est un missionnaire qui avait la double nationalité à l'époque danoise et norvégienne et qui démarre en quelque sorte, un peu comme la colonisation française, l'arrivée du Danemark dans ce territoire. Ensuite, en 1814, avec le traité de Kiel, qui sépare définitivement la couronne danoise de la couronne norvégienne, le Groenland devient officiellement une colonie danoise. Je répète, il devient officiellement une colonie danoise. Et ensuite, en 1953, le Groenland abandonne son statut de colonie pour être définitivement annexé au Danemark en tant que territoire danois. Une fois que j'ai rappelé ces trois dates fondamentales pour ce territoire, ça ne vous rappelle rien, Richard ? C'est un peu l'Algérie du Danemark, le Groenland. Et le Groenland est au Danemark ce que l'Algérie française était à la France jusqu'en 1962, puisque l'Algérie aussi était un département français, ça avait été annexé à la France, ce n'était pas une colonie. Donc je ne comprends pas, si vous voulez, ce système. Alors cela ne veut pas dire, pour autant, bien sûr, qu'il faille soutenir absolument la démarche de Trump, parce que j'entends d'ici les cris d'orfraie. Pas du tout. Je suis juste en train de dire que je m'étonne que ceux qui prétendent que la colonisation est un crime contre l'humanité lorsqu'il s'agit de la colonisation française ont subitement les yeux de chimène pour la colonisation danoise et l'annexion danoise d'un territoire, sont prêts à envoyer des forces au Groenland pour défendre ce territoire annexé par le Danemark. Enfin, on est chez les fous. Donc voilà, je souhaitais ce matin souligner cette contradiction parce que je l'entends nulle part. Le seul à en avoir parlé auprès de vos confrères de Valeurs Actuelles, c'était Éric Zemmour. Et il a parfaitement raison. Il faut regarder cette réalité en face, que le Groenland est une colonie danoise. Alors j'invite tous ceux, vous savez, à la gauche, à l'extrême gauche, chez les macronistes, qui n'ont pas de mots assez durs pour qualifier le processus de colonisation française, alors même jusqu'à le qualifier de crime contre l'humanité. Je les invite à faire un peu le même exercice et du coup à dire au Danemark de libérer
le Groenland et de donner son indépendance au Groenland, parce qu'il faut être cohérent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour revenir au Danemark, Madame Frederiksen, qui est la première ministre danoise actuelle, lorsque Emmanuel Macron l'avait approché dans le cadre de la défense européenne, vous savez, c'est la grande marotte d'Emmanuel Macron de se prétendre président de l'Europe, de vouloir lancer une défense européenne à laquelle il est le seul à croire en Europe. Madame Frederiksen lui avait répondu sèchement en lui disant qu'entre la France et les États-Unis, elle préférait toujours être du côté des États-Unis, c'est-à-dire qu'elle préférait toujours être atlantiste, en gros. Et d'ailleurs, elle a fait suivre le geste à la parole, et elle a signé un contrat pour l'achat, non pas de Rafale, puisque si on voulait vraiment une défense européenne, un peu comme tous ces pays qui nous expliquent qu'ils veulent bien l'Europe lorsqu'il s'agit de recevoir des budgets de l'Europe, mais quand il s'agit, comme la Pologne par exemple, ou les pays de l'Est, mais quand il s'agit de construire l'Europe, ah ben non, là il n'y a plus de construction de l'Europe, on préfère s'armer auprès des États-Unis. Figurez-vous que le Danemark a préféré les F-35 américains aux Rafales français. Donc je ne comprends pas, si vous voulez, cette servilité, cette inféodation d'Emmanuel Macron à sa lubie idéologique qui va jusqu'à humilier la France pour un pays qui, en gros, a dit merde à la France, à la fois sur la défense européenne, mais aussi parce que c'est un pays qui, il faut bien le dire, est un pays colonisateur. Emmanuel Macron envoie des troupes au Groenland, fait les yeux doux au Danemark de Madame Frederiksen qu'il avait sèchement écarté. Donc tout ça, je veux dire, pour quelqu'un comme moi et comme beaucoup de Français qui restent attachés au rang de la France, à la grandeur de la France, à l'honneur et à la dignité de la France, Emmanuel Macron a été le pire président de la Ve République. C'est celui qui a avili la France, c'est celui qui a abaissé la France, et in fine, ça a été son liquidateur terminal, en quelque sorte, sur ce sujet comme sur bien d'autres. Vous avez évoqué, on va parvenir sur le Groenland, et merci beaucoup effectivement d'avoir rappelé d'une part que le Danemark avait les yeux de chimène pour les États-Unis, et d'autre part que c'est un pays colonisateur, et donc là aussi, indépendamment de tout ce qu'on peut penser de la chose, il y aurait une cohérence idéologique à avoir dans cette réflexion sur le Groenland et sur l'Union européenne. Vous avez évoqué à propos de l'Algérie justement les propos d'un historien, Gabriel Souleyeka, qui nous a révélé quelque chose de stupéfiant. L'armée française, les colons français auraient fait plus de morts en Algérie que Hitler n'a réussi à supprimer de juifs en Europe. Écoutez, cette comparaison, moi, un historien, excusez-moi, est-ce que ce monsieur mérite le titre d'historien quand on en est à débiter de telles âneries ? Je pense que justement, certaines immigrations participent, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, de l'effondrement culturel de la France, pays des savoirs, la France qui était un phare reconnu internationalement, le pays de la première université fondée par de Sorbonne. On en est là. On en est à inviter des historiens incultes qui n'ont pas le niveau d'un élève de troisième, qui osent comparer une guerre qui, si brutale et si violente fut-elle, ne peut pas être comparée évidemment ni à la Seconde Guerre mondiale, ni encore moins au génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était quand même un événement, je dirais, majeur, non pas dans le nombre de morts, parce qu'évidemment, qu'est-ce que ça... Enfin, le nombre de morts, en l'occurrence, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que pour la première fois dans l'histoire, une civilisation, un pays a utilisé toutes ces avancées technologiques, scientifiques, techniques, dans un seul et unique but, c'est de supprimer l'être humain. Et en cela, je dirais, le nazisme et la Shoah ne sont à nul autre pareil. Parce que même si on peut convenir, par exemple, du génocide arménien, il y a eu un génocide arménien qui a fait entre 1,5 million et 3 millions de morts. Il n'a pas atteint, si je puis dire, le degré de raffinement, entre guillemets, dans l'élimination systématique, scientifique, industrielle qu'a été la machine de mort nazie. Donc, oser comparer cela, si vous voulez, à une guerre d'Algérie où, de surcroît, et on le dira jamais assez, les soldats du FLN se sont comportés comme des brutes sanguinaires
en assassinant par centaines de milliers des femmes, des enfants, des innocents, avec des actes de torture avérés dont personne ne parle jamais, d'accord. Quand il s'agit d'accabler la France, alors là, effectivement, tous ceux qui participent de cet avilissement de la France sont là. Pourquoi ? Parce que aussi, pourquoi cet historien se permet de venir asséner de telles contre-vérités anti-françaises, de la propagande anti-française en France ? Eh bien, tout simplement parce que, encore une fois, nous avons un système qui leur donne des ailes à ces gens-là. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait trouvé la comparaison choquante, lui qui a qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Donc si c'est un crime contre l'humanité, effectivement, oui, la Shoah a été un crime contre l'humanité aussi. Donc c'est comparable, allons-y. Vous voyez ? Enfin, il y a surtout, malgré tout, indépendamment de l'outrance des propos, aussi, vous l'avez souligné, une imbécilité du propos. Lorsque la France est arrivée en Algérie, lorsque la France d'ailleurs a littéralement créé une unité politique qu'elle a appelée l'Algérie, en réunissant des royaumes qui étaient épars, voilà, les Kabyles n'appartenaient pas au même peuple ni à la même entité juridique que ce qui était soumis à une domination ottomane à ce moment-là. Et donc, lorsque la France a pris le pied en 1830 et quelques en Algérie, il y avait 2-3 millions d'habitants. Lorsqu'elle en est partie, il y en avait 11 millions. Donc, je crois que le côté, c'est très très rare qu'un génocide arrive à multiplier par 3,5 le nombre de la population locale, quoi. Tout à fait. Ne parlons même pas de l'explosion de la population juive pied-noir à qui que la France a protégé en arrivant et à qui elle a fait même fini par le décret Crémieux. Pour comparer ça, si vous voulez, au crime du Troisième Reich, il faut oser quand même. Il faut y penser. Bon, ce que je veux vous dire, si vous voulez, parce que ce propos relève du négationnisme. La Shoah n'a pas fait 1 million de morts. Excusez-moi. Tous les historiens s'accordent aujourd'hui à dire qu'elle a fait 6 millions ou plus. Et encore, quand on ne compte pas là-dedans les Tziganes, toutes les minorités, enfin, la Shoah, de manière globale, a fait plus de 13 millions de morts. D'accord ? Donc, faut quand même... Alors, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est qui ce propos choque-t-il ? Est-ce qu'il choque les millions de musulmans de la communauté musulmane ? Sans doute qu'une majorité n'a rien trouvé à redire à ce propos. L'extrême gauche, qui caresse cet électorat islamique dans le sens du poil, n'a rien trouvé à y redire. Un comble quand on sait que le rôle que prétend avoir joué l'extrême gauche pour combattre le nazisme et la Shoah. Bon, en réalité, ce propos, il ne choque que les Français d'identité française, tout simplement. Donc, si vous voulez, ce genre de propos et la manière dont en France, la population réagit, ça joue un peu le rôle du Blue Star dans les enquêtes criminelles. Vous savez, ce révélateur, ce produit qu'on met pour révéler des traces qui sont invisibles à l'œil nu. Là, en fait, ce genre de propos, c'est un Blue Star identitaire qu'on applique à la France et qui révèle tout d'un coup qui est français et qui ne l'est pas. Parce que je ne l'ai cessé de vous le dire à votre antenne, nous avons, en raison d'une politique migratoire folle, et d'une tout aussi folle politique de naturalisation doublée du droit du sol, nous avons en effet créé des millions de Français contrefaits, une contrefaçon identitaire dans ce qui est la plus grande usurpation collective d'identité dont la France n'a jamais été victime. Et à l'aune de ce genre de propos, à l'aune d'un certain nombre de faits, comme Gaza par exemple, eh bien en fait, c'est un Blue Star. Subitement, un mot, une réaction par rapport à une crise internationale révèle tout d'un coup qui est français d'identité et qui ne l'est pas. Et là, en l'occurrence, ceux qui ont été choqués pour la plupart, parce qu'il s'agit évidemment qu'il y a toujours des exceptions à la règle, mais pour la plupart, les peuples arabo-afro-islamiques n'ont rien trouvé à redire dans leur majorité à ce genre de propos, pendant que effectivement le peuple français d'identité française, qui sait, à qui on a appris ce qu'était la Seconde Guerre mondiale, à qui on a appris ce que furent les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est effectivement les seuls à avoir réagi, à avoir sauté au plafond.
Alors, ils ont sauté au plafond et ils ont réagi à juste titre. Vous soulignez là aussi une espèce de deux poids, deux mesures, de même que ceux qui accablent la colonisation française ne sont pas capables d'accabler la colonisation danoise. Il y en a qui ont pris fait et cause pour les Palestiniens de Gaza, et c'était une juste cause évidemment, mais ils l'ont fait au nom de l'Oumma, au nom de cette espèce de communauté musulmane universelle. Et donc là, déjà, évidemment, les raisons de leur engagement étaient un peu plus saumâtres. Et beaucoup de militants français étaient prêts à expliquer qu'il y avait une violence abominable qui était faite au peuple palestinien. Ce sont ces mêmes militants qui ont totalement disparu, ou presque, dans les violences faites au peuple iranien. On a commencé à nous dire, et c'était absolument stupéfiant d'entendre la France Insoumise et une partie des grands médias français le reprendre, que c'était uniquement une révolte contre la vie chère. Les gens étaient en train d'incendier des mosquées, on entendait Vive le roi, Amor Khamenei, Vive Pélavi, donc qui sont des slogans un peu lointains de je veux une TVA à 5,5% ou le repas étudiant à 1 euro. Et on a là assisté à un lâchage massif de la gauche du peuple iranien. Vous avez parfaitement raison et je souscris en tout point à votre analyse. Je me permettrai juste de rajouter quelques éléments. Le premier, si vous voulez, c'est que la France insoumise, ils sont malins. Parce qu'effectivement, derrière la colère de la population, qu'est-ce qui constitue le carburant de l'incendie, d'un incendie politico-social qui s'allume, c'est toujours effectivement le coût de la vie. Mais ça, c'est pas la raison profonde. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que penserait la France insoumise si on leur disait que 1789 n'avait rien d'une révolution politique, mais tout d'une révolution sur le coût de la vie? Ils vous diraient ah non, 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 pas du tout. C'était une vraie révolte contre l'ancien régime, une vraie révolte contre les privilèges. Ils rentreraient dans des considérations politiques immédiates pour vous expliquer que la Révolution française a été éminemment politique et n'avait rien à voir avec le coût de la vie chère, la famine, etc. Donc, en fait, ils prennent dans un événement politique historique ce qui les arrange. Bon, il y a en effet une inflation galopante en Iran et des classes sociales qui se paupérisent, mais évidemment que quand il y a ce genre de situation sociale dramatique, sont tenus pour responsables ceux qui sont au pouvoir. Et là, en fait, c'est une pelote dont on tire le fil et tout arrive. C'est-à-dire la dictature, la théocratie, l'absence de liberté pour les femmes, etc., etc. Donc, c'est une révolution, c'est toujours un môle protéiforme de considération, mais il est indéniable qu'aujourd'hui, le peuple iranien veut, en tout cas une grande partie du peuple iranien veut la chute du régime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous soulignez pourquoi je n'étais pas, moi, et on a eu des discussions mémorables sur votre plateau, moi, je n'étais pas favorable spontanément à la cause palestinienne, parce que je savais que derrière, elle était instrumentalisée, si vous voulez, par le tentacule français de la Oumma et ces laquais que sont la France insoumise. Parce que quand j'entendais, si vous voulez, des slogans du style « il ne suffit pas d'être palestinien, il ne faut pas nécessairement être palestinien pour soutenir Gaza, il faut juste être humain », elle est où l'humanité pour le Nigeria, où le génocide continue? Là, il y a encore eu 160 chrétiens qui ont été enlevés en pleine messe il y a 3 jours, et où le génocide contre les chrétiens se poursuit. Où est l'humain, là? Où est l'humanité de la France insoumise et des militants pro-palestiniens qui prétendaient que leur cause était universelle et qu'il s'agissait uniquement de défendre l'humanité et pas seulement les arabo-musulmans pris à Gaza? On ne les voit pas. Où est l'humanisme pour le peuple iranien martyr, dont des milliers de personnes ont été abattues par la police et par la police de l'État et par les passes d'Aran? Où est leur humanité? Ces femmes que l'on voit ensanglantées au sol pour avoir refusé de porter le foulard, le féminisme n'est-il pas une des plus grandes causes de la France insoumise et de l'extrême gauche? Ils sont où? Où est la flotille pour la liberté pour le peuple iranien? Ils ont organisé 25 flottilles pour la liberté avec tout un cirque où ils se filmaient sur le bateau en disant « Oh là là, on a été torturés par l'armée israélienne qui nous a appréhendés. Ils ont juste eu droit à 3 pitchs en chocolat et ils ont été remis dans un avion. » Et ils ont fait tout un pataquès en disant qu'ils avaient été dans les geôles de la Gestapo, quoi. Enfin, on est chez les dingues. Elle est où la flottille pour le peuple iranien martyr? La flottille pour la liberté? Ils s'en foutent.
Donc, si vous voulez, la France n'est pas obligée d'être du côté de la Oumma pour soutenir ces combats. Je suis désolé, le conflit à Gaza, pour moi, n'est pas plus important que le conflit iranien, que le conflit au Nigeria. Il y a même des causes en tant que Français, d'identité française, qui me sont plus proches que le conflit de Gaza. Pardonnez-moi, je me sens plus proche de ce qui arrive aux chrétiens au Nigeria que de ce qui arrive aux musulmans de Gaza. Alors, en tant que chrétien, je suis évidemment un humaniste et un universaliste, donc toutes les souffrances humaines me peinent, mais on a le droit, d'ailleurs, la Oumma, c'est sa spécialité. Est-ce que la Oumma se sent solidaire des chrétiens du Nigeria? Ils en ont rien à foutre. Tout ce qui compte pour eux, c'est qu'est-ce qui arrive et quelles sont les souffrances de leurs frères de la Oumma ailleurs. En réalité, pour ces gens-là, l'humanité s'arrête aux frontières de la Oumma. Si vous n'êtes pas musulman, en gros, vous n'êtes pas humain. On n'en a rien à foutre de votre gueule, quoi. Vous pouvez crever la bouche ouverte, ça ne les regarde pas. Ils regardent ailleurs. Et désolé, mais la France, elle n'est pas obligée de rentrer là-dedans. Ce n'est pas parce qu'on a des millions de personnes qui sont plus sensibles à ce qui se passe à 4000 km de chez nous, à Gaza, qu'à ce qui se passe en bas de leur immeuble. La France n'est pas obligée d'embrasser et d'enfourcher spontanément le combat de la Oumma. Ce n'est pas le nôtre, en fait. En gros, moi, Gaza, en fait, on n'en a rien à talquer à la base. Je me sens encore une fois plus proche du peuple iranien qui aspire à sa liberté, des chrétiens du Nigeria qui sont massacrés, du devenir des chrétiens de Syrie qui connaissent également des heures extrêmement difficiles. Voilà les causes que doit avoir en priorité un Français d'identité française. Et donc là encore, le conflit de Gaza, comme je le rappelais tout à l'heure, a dévoilé la réalité de la contrefaçon identitaire. Que tous ceux qui se sont mobilisés avec force drapeau palestinien dans des manifestations monstres, dans des flottilles pour la liberté, dans des discours grandiloquents, révolutionnaires, etc., c'était uniquement parce qu'ils se sentent une solidarité religieuse, tribale, ethnique, communautariste avec leurs frères à Gaza, ni plus ni moins. Mais moi, à Gaza, ce n'est pas mes frères, en fait. Moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas palestinien, je ne suis pas israélien non plus et je ne suis pas juif. Donc pour moi, le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit étranger. Voilà. Et dans les solidarités que je peux avoir et les priorités que je peux avoir par rapport à tous les malheurs du monde, ceux qui me touchent le plus, sans vouloir dire que les autres ne me touchent pas, mais ceux qui me touchent le plus, ce sont ceux, évidemment, qui sont les plus proches de mon identité française et chrétienne, ce qui est logique. Donc, si vous voulez, ces gens de la France insoumise sont en réalité des traîtres à leur pays. Ce sont des traîtres qui embrassent des causes qui ne sont pas françaises et qui veulent embarquer la France dans une identité et dans des combats qui ne sont pas les siens. Alors, c'est amusant que vous finissiez par cette déclaration assez belle sur le caractère français et chrétien de votre engagement, parce que hier, il y avait des célébrations dans toute la France en la mémoire de Louis XVI, donc assassiné par la République. Et justement, dans l'une des villes françaises où il y avait une messe, une quarantaine de militants LFI se sont réunis devant l'église et ont essayé de perturber la cérémonie pendant toute sa durée en hurlant et en beuglant des slogans, parce qu'il était pour eux, on parle bien du 21 janvier 2026, donc plus de 2 siècles après la mort du roi, et il était important en fait d'empêcher que cette messe ait lieu. Il était important en tant que militant d'extrême gauche d'expliquer que la Révolution française précisément n'avait pas été une révolte de la faim, mais je cite l'un des militants LFistes interrogé par France 3 avec beaucoup de complaisance: il y a des choses intéressantes à prendre dans la Révolution française, fin de citation. Et on est absolument stupéfait de la manière dont l'extrême gauche et la France et son héritage chrétien refuse que la France ait existé avant 1789. Autrement dit, les gauchistes ont appris à haïr la France en permanence, et tout ce qui vient leur rappeler que la France existe indépendamment de son régime politique est pour eux un objet d'horreur et de détestation. Moi, je pense, si vous voulez, que la destruction de la France éternelle, a commencé avec la Révolution de 1789 et l'assassinat du roi le 21 janvier 1793. Je pense qu'on a coupé la tête du roi en 1793 et ça fait maintenant plus de 2 siècles qu'on court après pour remettre une tête, si je puis dire, à la tête de la France. Voilà. À chaque fois que la France s'est rapprochée
d'un régime monarchique, comme ce fut le cas sous Napoléon, sous De Gaulle, eh bien, la France a été un grand pays. À chaque fois qu'elle s'est éloignée du modèle monarchique, elle s'est perdue en querelles, en fractures, en divisions. L'apothéose ayant été 1848, qui est une date qui est célébrée par tous les gauchistes. Vous savez, la démocratie participative, les ateliers, etc. Cirque auquel a mis fin l'empereur Napoléon III. Voilà. Donc, la gauche, si vous voulez, qui a enfourché le cheval de la destruction de la France depuis 2 siècles, et d'ailleurs, l'immigration massive, et notamment l'immigration musulmane, est appréhendée par la gauche et l'extrême gauche comme un bélier, je dirais, indispensable pour abattre les derniers murs porteurs identitaires et chrétiens de la France. Ce que vous venez de dire par rapport à la messe doit être lu par rapport à la complaisance et à la collaboration, au sens historique du terme, de l'extrême gauche avec l'islam, et même l'islam radical. Il n'aurait jamais osé aller perturber une prière de rue qui n'est rien d'autre que l'expression d'un suprémacisme alter-identitaire visant à conquérir et à soumettre la France. Ça, pour ça, ils n'y seraient pas allés. Courageux, mais pas téméraires. Et en plus, ils sont d'accord avec, si vous voulez. Donc, effectivement, moi, je pense que l'extrême gauche... En 10 secondes. L'extrême gauche, aujourd'hui, c'est l'équivalent... Enfin, ce sont les néo-vichistes, ce sont les néo-pétidistes. Voilà. Et face à eux, il y a la résistance 2.0 de tous ceux qui sont français et qui veulent le rester, et que l'on qualifie, pour les criminaliser, d'extrémistes de droite. Merci beaucoup Jean Messia de vos analyses, et évidemment à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.